Retour sur le plateau d'Expérience TV by French Web. Vous le savez, après cette plénière de J1, cette grande plénière, c'est 90 minutes où nous nous sommes posé des questions pour savoir comment l'intelligence artificielle, l'intelligence numérique donne un coup de booster au métier et au business. On va débriefer en compagnie, évidemment, de Damien Douanier qui est rentré des coulisses. Je suis revenu, voilà. Je ne me suis pas perdu. Téléportation, si vous le voulez bien. Oui, je teste une bêta de Microsoft, c'est vachement bien. Et Enéric Lopez, le directeur Artificial Intelligence, intelligence artificielle donc dans le bon ordre, et développeur de Microsoft France. Hello Enéric. Bonjour. Bonjour. Alors messieurs, 90 minutes denses où on a vu en effet beaucoup de débats, beaucoup de questions posées sur l'intelligence artificielle telle qu'elle peut être utilisée aujourd'hui pour donner des coups de booster au business, au métier, des démos également. Encore une fois, l'idée, on le répète pendant ces 48 heures, c'est de mettre au maximum les mains dans le cambouis de l'intelligence artificielle pour essayer de la démythifier, pour essayer de la manipuler et de comprendre comment elle fonctionne réellement pour nous aider à aller plus loin en matière de business, encore une fois, ou même en matière d'accessibilité, en matière de santé, en matière de retail, bref, des thématiques qu'on égrènera évidemment tout au long de ces 2 jours sur le plateau d'Expérience TV by French Web. Enéric, un moment clé de cette plénière, pour vous ou pour toi, et on va se tutoyer, c'était quoi ? Je ne vais pas donner un moment clé. Je vais essayer plutôt de parler d'une thématique. Il y a 2 thématiques pour moi qui sont ressorties. Une peut-être dont on parlera un peu plus tout à l'heure, qui est le côté data. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est des témoignages et des exemples qui remettent l'humain au centre. Parce qu'on parle d'intelligence artificielle ou on parle d'intelligence numérique. C'est important de montrer qu'en fait, ça va nous donner les moyens de remettre les choses qui sont importantes, les choses qui font qu'on est créatif, qu'on est empathique, qu'on est des humains. Et si on prend l'exemple de Club Med, qui dit effectivement, moi, ça me refait penser l'expérience dans mes boutiques et mon contact, parce que je veux de l'humain. Ou si on prend les exemples de Sodexo qui se dit, je vais créer des nouveaux services et je vais être plus proche des humains. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir, c'est qu'effectivement, on va être peut-être déchargé, soulagé de certaines tâches, gagner en productivité, mais pour remettre du sens, pour remettre de l'humain et pour aller dans une petite phrase qu'on aime bien, amplifier l'ingéniosité humaine. C'est aller à l'encontre des images qu'on peut avoir, des mythes ou des imaginaires autour de l'IA qui va supplanter et qui va éventuellement remplacer l'humain. Là, l'idée, c'est plutôt de dire l'IA aide. Exactement, ça amplifie, j'aime pas le mot augmenter moi personnellement, donc ça amplifie l'ingéniosité de l'homme, donc ce qui fait de nous des hommes. L'ingéniosité, c'est pas mal. Ça, exactement, et contrairement à des idées reçues, tu dis contrairement à des idées reçues, moi je pense qu'on a des idées reçues sur les idées reçues, parce qu'on nous, et oui, et j'ai un bon exemple. On va présenter dans le détail à notre conférence de presse un peu plus tard un baromètre dans le cadre du collectif Impact IA, un baromètre que l'on a lancé avec IFOP. Et si on regarde les premiers chiffres, on s'aperçoit qu'il y a 88% des Français qui sont à peu près informés sur l'intelligence artificielle, qu'à 73%, ils ont un avis plutôt favorable et qu'ils l'utilisent à 70%. Donc oui, il y a pas du bad buzz, mais il y a effectivement des inquiétudes, des peurs. Il y a beaucoup de personnes qui, à juste titre ou pas, secouent un peu le chiffon rouge, si je puis dire, pour faire bouger l'édifice ou pour faire avancer les lignes. Mais moi, je pense qu'on a une population, et en tout cas chez Microsoft, on a l'optimisme de croire qu'on peut faire des choses. C'est l'étude de Impact AI, c'est ça qui exactement, c'est un baromètre avec l'IFOP dans le cadre de notre collectif Impact AI. Ce qui veut dire qu'on est tous et toutes un peu des monsieur et des madame Jourdain finalement de l'intelligence artificielle. On en emploie beaucoup, parfois même sans le savoir, parce qu'elle se cache partout, dans nos smartphones, dans nos tablettes, dans tout un tas d'applications et de software où elle est déjà très présente et elle nous aide. Mais concrètement, l'intelligence artificielle, c'est un nombre très vaste de disciplines scientifiques, du machine learning au reinforcement learning. Il y a beaucoup de disciplines qui sont mixées dans l'intelligence artificielle. Donc, si on essaie de remettre un petit peu les choses dans l'ordre et de se dire concrètement ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est quoi, Enéric ? Alors, je vais pas faire une définition, je pense que celle qu'on trouve dans Wikipédia ou à droite à gauche, elle est bien faite, mais si on devait un petit peu vulgariser ce que ça permet de faire, c'est des algorithmes mathématiques, d'accord, mêlés à de la puissance de calcul que nous offre par exemple le cloud, plus
une foultitude de données et on en génère plein. Et c'est la convergence de ces 3 facteurs-là qui nous permettent d'avoir les scénarios aujourd'hui. Parce que je donne toujours un exemple qui est de se dire, on en parle depuis la fin des années 60 de l'intelligence artificielle et on a des cas d'application. Si vous prenez la Poste, ils utilisent des réseaux neuronaux convolutionnels pour comprendre les petits codes postaux que vous écrivez dans les petits carrés sur vos enveloppes. Donc c'est déjà là depuis longtemps. En fait, la convergence de ces 3 éléments-là nous permet des scénarios assez incroyables. Donc ces algorithmes mathématiques entraînés avec toutes ces données et avec ces puissances de calcul, ça permet quoi ? Ça permet d'identifier des schémas. Alors en anglais, on parle plutôt de patterns dans des images, dans de la donnée. Des redondances. Voilà, pour en donner du sens, pour faire après du prédictif. Ça permet de comprendre son environnement. C'est quoi comprendre son environnement ? C'est comprendre des images, des vidéos, du texte, de ce que je suis en train de vous dire, donc de la voix, par exemple, ou des gestes. Là, on avait le témoignage tout à l'heure d'Andrew Fitzgibbon, qui est un de nos chercheurs sur la reconnaissance de gestes. Voilà, donc en gros, ça nous permet de comprendre ce qu'il y a dans les données, d'analyser assez rapidement, d'en tirer un peu de sens, de comprendre l'environnement et d'interagir avec la machine, avec des interfaces un petit peu plus naturelles. Et puis il y a une question d'apprentissage aussi. Ah mais bien entendu. Donc après, on rentre dans des technologies d'intelligence artificielle en apprentissage, en général, ce qu'on dit supervisé ou maintenant semi-supervisé. C'est quoi ? On prend toujours cet exemple-là. Si vous voulez qu'un algorithme reconnaisse s'il y a des chats dans une photo, bah, vous lui donnez un dataset, donc un ensemble de données avec des photos dans lesquelles il y a des chats, et c'est vous-même qui déclarez « là, il y a des chats », puis après, vous donnez un dataset avec « il n'y a pas de chat », et puis vous enregistrez le modèle, et effectivement, c'est de l'apprentissage supervisé, où à la fin des fins, on a un modèle qui est capable de reconnaître quand est-ce qu'il y a un chat, etc. Alors, il ne va pas savoir qu'il a des oreilles pointues et un petit nez en triangle, mais il aura appris... Statistiquement, il va arriver à reconnaître, dire ça, je pense qu'il y a une occurrence qui est que c'est un chat. Voilà, pour aller à l'essentiel. Quelles sont du coup les applications aujourd'hui de ces systèmes de reconnaissance, que ce soit de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de vocale, que ce soit de la reconnaissance par l'intelligence artificielle? Concrètement, on l'utilise où ? Dans cette transformation numérique, on peut avoir de l'intelligence artificielle qui va impacter, on va dire, si on veut un schéma mental assez simple, quatre grands piliers. La manière dont on va engager différemment avec ses clients finaux. Donc on pense tout de suite au bot ou à l'assistant numérique, ou alors sur son site web, comprendre les comportements et analyser un certain nombre de données. Vous avez quelques petits exemples qui ont été cités tout à l'heure avec Wetail, mais Club Med, qui capte effectivement de la donnée sur le site web, etc. et qui va pouvoir après interagir, pas forcément avec un bot. Eux, ils ont envie que ce soit un humain en magasin, mais on pourrait mettre par exemple un bot. Vous avez effectivement un autre pilier qui est de se dire la manière dont on va donner des outils aux employés pour être plus productif ou être plus en sécurité. Si je prends l'exemple du tunnelier, faire de la maintenance prédictive, ça me permet d'avoir un outil de travail qui est plus sécurisé. Si je prends l'exemple du HoloLens pour l'intervention de maintenance, voilà. Si on prend d'autres exemples comme avec Publicis et Marcel, c'est un assistant personnel qui me permet d'être plus productif. Si je prends des outils de CRM avec de l'intelligence artificielle, je suis un commercial, je connais mieux mon client, on me propose un certain nombre de choses. Donc voilà, j'ai un employé qui a un certain nombre d'outils. Le gros impact, il est sur les opérations. Ça, c'est le troisième pilier. Grosso modo, moi, entreprise, mon business model, la manière dont je fais mon métier, effectivement, si je peux utiliser de la data pour faire du prédictif, du préventif, voire du proactif, pour comprendre des scénarios qui sont en train de se passer, faire de l'analyse de comportement ou de l'analyse d'incidents, etc. Et puis, il y a un dernier pilier qui est de se dire, moi, ça va impacter mes services et mon business model. Parce qu'effectivement, toute cette data et de l'intelligence qu'on va mettre en analysant de la data, ça va complètement transformer certains business models et ça va effectivement permettre d'offrir des nouveaux services. Et en parlant de nouveaux services, vous avez vu tout à l'heure Sodexo qui témoignait qu'effectivement, le fait de pouvoir mettre de l'intelligence artificielle à un endroit, ça permet aussi de se consacrer à d'autres choses et d'inventer des nouveaux services, des services à la personne, plutôt à domicile, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des effets modes aussi en matière d'intelligence artificielle ? En effet, on parlait des chatbots tout à l'heure, il y a 2 saisons, tout le monde voulait des chatbots. Finalement, ils ont été plus ou moins bien utilisés dans certains secteurs et dans certaines industries. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le machine learning, on est beaucoup sur le prédictif. Est-ce que là aussi, il va y avoir une véritable occurrence à l'utiliser pour tous les secteurs, pour toutes les industries? Effet de mode, et puis aussi cette idée de se dire, est-ce qu'il y a une approche prête à porter de l'intelligence artificielle ou au contraire, vraiment faire du sur-mesure en fonction des problématiques de chaque industrie, de chaque secteur?
J'aime bien ce dernier point, j'y reviens, Merci. je le garde et Tout à fait. et Je vous le laisse. je vous laisse le copyright. J'en parle tout de suite après. Effet de mode. Oui, sur le bot. Je pense qu'effectivement, il y a eu un Il y effet a eu de un mode. effet de mode, très clairement. Ouais, comme Ou quand peut-être il y a eu... de la surpromesse, dans un premier temps. Oui, ou l'envie d'essayer. C'est comme, je prendrais ça, le bot, c'est un peu la nouvelle app dans son téléphone. Quand vous avez par exemple Apple qui a lancé des apps, c'est le premier à avoir sorti des apps, tout le monde a voulu développer son app. C'est un nouveau système d'engagement. En fait, si vous prenez l'évolution du numérique, on a d'abord fait des systèmes d'enregistrement, on enregistre toute la donnée. Après, on s'est dit, il faut qu'on engage avec cette donnée. Donc, c'est un nouveau système d'engagement. Le site web, Twitter, Facebook, le réseau social, ou l'app, le bot, c'est un nouveau système d'engagement. Effectivement, effet de mode aussi parce que si on regarde les premières populations qui s'en sont emparées, ce sont les directions marketing et elles y voyaient un retour sur investissement en 12 mois parce qu'effectivement, on va peut-être améliorer la satisfaction client ou l'engagement du client. Donc oui, il y a une mode autour du bot, sachant que pour la grande majorité, il y avait relativement peu d'intelligence artificielle. Très souvent de l'intelligence humaine, très souvent qui était habillée en intelligence artificielle. Exactement. Après, c'est pas un effet de mode si on prend tout ce qui est prédictif. Là, c'est un véritable besoin ou alors c'est un véritable usage parce que quand on a un certain nombre de données, pouvoir analyser toutes ces données et identifier des schémas et se dire ces schémas vont se reproduire et donc je pense qu'il y a une propension à acheter mon produit ou il y a une propension à tomber en panne et je prédis qu'il y a une panne tous les 1200 interventions, etc. Ou si on reprend l'exemple de Sodexo, au lieu de faire une intervention toutes les 4 fois, enfin, je n'ai pas retenu le chiffre, mais enfin bon, se dire c'est à 50 heures que j'envoie une personne faire l'intervention, voilà, ça fait du sens. Après, je pense que on n'a pas encore complètement, si je puis dire, démocratisé l'utilisation de la partie computer vision. Vraiment, la compréhension, l'utilisation La supervision. de l'intelligence artificielle pour comprendre des vidéos, des images, là, c'est vraiment quelque chose dont il faut qu'on en parle. C'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui un OpenHack avec 120 développeurs qui apprennent à se former sur le sujet. Et donc, j'y viens. Prêt à porter. Prêt-à-porter. Est-ce qu'on fait au contraire du sur-mesure? Alors, ça, c'est un vrai bon sujet. Merci, vraiment, je vous en prie. Non, mais je suis content que tu aies posé la question. Parce qu'en fait, il y a, dans l'imaginaire collectif, quand on pense, et on le voit avec nos clients, quand on pense intelligence artificielle, ils imaginent tout de suite se dire, oh là là, je vais lui soumettre des projets extrêmement complexes et extrêmement custom, si je puis dire, et il va me falloir une palanquée de data scientists. On l'a entendu beaucoup de fois, data scientists aujourd'hui. Eh ben, la réponse, elle n'est pas aussi complexe que ça. On peut commencer à faire de l'intelligence artificielle en n'ayant déjà rien. Regardez le nombre de startups et d'éditeurs de logiciels qu'on a aujourd'hui. Si vous voulez des solutions pour trouver des compétences sur le marché au niveau de la RH, si vous voulez faire de l'analyse de pièces détachées et détecter un défaut, vous allez voir une de nos startups, un de nos éditeurs de logiciels. Donc là, je viens de citer Yatedo et Scortex, par exemple, pour deux startups. Allez, un petit coup pour les iFactory et pour ces jeunes pousses. Mais grosso modo, vous les prenez, si je puis dire, sur étagère, les solutions, elles sont là. Après, et c'est ce qu'on essaye de faire nous, donner de l'intelligence artificielle, c'est donner à quoi ça sert de battre des records de reconnaissance visuelle comme on en a battu un certain nombre chez Microsoft, si on n'est pas capable de le donner dans les mains de plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on crée des API, donc des briques de base qu'on va pouvoir donner à des développeurs pour assembler, faire des applications, comme par exemple une application pour les malvoyants pour reconnaître leur environnement. Donc on n'a pas besoin de data scientists, on a besoin de bons développeurs et d'API et de modules de base. Après, chez Microsoft, on a tout un bac à sable pour des gens qui font de la vraie data science, qui veulent effectivement jouer avec leurs algorithmes, prendre des algorithmes pré-entraînés et en open source et utiliser nos plateformes. Et après, si on veut vraiment aller dans des choses extrêmement custom et qui nécessitent de l'algorithmie vraiment poussée, voire même un certain nombre de choses, on a Microsoft Research, on a un partenariat avec l'INRIA, et on peut faire des choses éminemment complexes comme on le fait avec certains clients en co-ingénierie, en co-R&D. Donc, il faut vraiment, si je veux répondre à la question, d'abord se dire... Ce serait pas mal, en fait, au bout d'un moment, je te confirme. Oui, je suis un peu long, mais juste pour dire, il y a des choses très simples. approches. Il y a des choses très simples, il y a des boîtes à outils très simples.
Il faut identifier les petites problématiques et se lancer. Et effectivement, on peut faire des choses très custom avec beaucoup de choses compliquées. Damien, très rapidement. On n'est pas obligé d'avoir un jeu de données énorme. C'est ça aussi qu'il faut entendre. Oui, et très souvent, c'est ça c'est qui vrai. peut effrayer. Je cite sur Twitter, je vois Mathieu Fleck qui cite « Quand je veux apprendre à une IA à reconnaître un éléphant, je dois lui montrer des centaines de photos d'éléphants. » On parlait des chats tout à l'heure. Quand je veux apprendre la même chose à un enfant, je dois lui montrer une seule photo, ce qu'on appelle le one-shot learning. Est-ce que c'est l'avenir de l'IA, le one-shot learning? Alors, je n'irai pas jusqu'à one-shot learning, mais pour effectivement aller dans ce sens-là, donc c'est pour ça que nous, on a entraîné des milliers de fois et qu'on donne des API. Donc maintenant, il n'y a plus besoin d'entraîner, on reconnaît l'éléphant. Hein, donc, c'est Mathieu, c'est ça? C'est Mathieu Fleck, effectivement, qui C'est lui. citait... Eh ben, il va citait, regarder nos services cognitifs et il verra que ça fonctionne. Effectivement, l'enfant de 3 ans, il reconnaît, ou de 2 ans, il reconnaît l'éléphant tout de suite. Et effectivement, il y a des choses qu'on ne sait pas encore faire avec de l'IA, comme comprendre la notion de gravité. Par contre, apprendre avec de moins en moins de data, c'est ce sur quoi nos chercheurs travaillent. Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais il y a des petites vidéos assez sympas qu'on pourra partager, où effectivement, avec un modèle déjà pré-entraîné, en prenant que 4 ou 5 photos de personnes, je suis capable d'avoir un modèle de reconnaissance de visage sur un élément portatif, donc une petite tablette, un Raspberry Pi, etc. Donc en plus, on met de l'intelligence dans le edge, à l'extrémité, et avec très peu de data. Oui, on tend vers ça. Ce qui veut dire bien que pendant plusieurs saisons, Microsoft a essayé d'être le sparring partner de la transformation numérique de ses clients. Aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes le sparring partner de la transformation de l'intelligence de ces boîtes-là? Je pense qu'on essaye d'être pas que le sparring partner, c'est un vrai partenariat industriel. C'est-à-dire d'abord, on a un modèle de monétisation où nous, on monétise absolument pas la donnée. Donc, si je puis dire, notre succès ne dépend que de l'utilisation de nos services. Donc, on va mettre à la disposition nos produits, nos services, nos briques de Lego, si je puis dire, ou les solutions que d'autres ont bâties sur ces briques-là et qui répondent à des enjeux métiers. Accompagner nos clients avec l'ensemble de nos réseaux de partenaires pour trouver les bons cas d'usage ou faire naître ces cas d'usage ou leur donner vie, voire même faire du co-engineering avec eux. Donc c'est un vrai partenariat qui va uniquement dans le sens... c'est plus que c'est pas du coaching, c'est pas c'est un partenariat qui peut aller jusqu'à des partenariats industriels et vraiment essayer de faire en sorte que le succès de leur transformation numérique puisse naître. Et si on peut les accompagner sur cette dimension-là, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. On a donc vendu certainement, mais surtout vécu ces 90 minutes de plénière avec vous sur cette antenne, sur Expérience TV by French Web. 90 minutes très riches, on l'a dit, 6800 participants au total quand même qui ont suivi, que ce soit en grand amphithéâtre ou que ce soit dans les salles annexes et sur les zones expérientielles, ces premiers débats sur la façon dont l'intelligence artificielle accompagne les mutations, les changements à la fois de notre société et de notre économie numérique, notamment sur la question centrale du business et des métiers. Finalement, Henrik, à la fin de ces 90 minutes, à la fin de ce débrief, si je te dis intelligence artificielle, tu me réponds quoi? Un exemple, un synonyme pour toi? Un hashtag, opportunité. C'est une véritable opportunité. C'est bien fait. Voilà. C'est beau, vraiment c'est beau. J'ai failli dire opportuniste, mais non, je n'irai pas jusque-là. Merci beaucoup en tout cas, Henrik Lopez, d'avoir été avec nous pour débriefer ces 90 minutes de plénière. Damien, bien évidemment, vous restez à mes côtés puisqu'on va continuer à parler, à débriefer, à analyser et à débattre de l'intelligence artificielle et de ses impacts. Séquence IA et éthique, c'est à suivre dans une dizaine de minutes avec de nouveaux invités en plateau, bien sûr. À tout de suite.